Donc, d'un problème technique qui ne nous permet pas dans l'immédiat de pouvoir suivre la présentation en ligne de Monsieur Emmanuel Ayouk, étant donné que manifestement les problèmes techniques persistent, on va prendre la présentation d'Yvan Amatangana, que je vais d'abord vous introduire avant qu'il ne prenne la parole. Yvan Amatangana est diplômé de l'École supérieure de traducteurs et d'interprètes de Boya, Asti, depuis 2008, et c'est un praticien passionné. Dès ses premières années de métier, il devient, auprès de grands cabinets, le traducteur attitré d'enseignes de renom telles que McLaren Automotive, Marriott, Dell, Shell et Oxfam. Aujourd'hui, il travaille surtout pour des organisations internationales ou régionales. C'est un formateur dévoué qui met ses compétences au service de l'Institut supérieur de traduction, d'interprétation et de communication ISTIC de Yaoundé et de l'Université panafricaine de 2013 à 2017. Depuis 2010, près de 400 traducteurs freelance ont appris les rouages du métier à travers ses séminaires et ses cours en ligne. Le dernier en date intitulé « Perfectionnement traduction » est à ce jour la seule formation pratique à la traduction générale d'anglais en français en vidéo à la demande sur la toile. Je vous remercie d'applaudir Yvan Amatangana. Bonjour à tout le monde. Je nous sais fatigués, donc je vais essayer d'aller rapidement et puis de pimenter un peu la présentation pour éviter de vous endormir. Je tiens tout d'abord à remercier on va l'avoir en grand écran puisque moi j'ai du texte, donc il faudra que, dans la mesure du possible. Pardon? C'est que je ne vois pas ma diapo, je ne la vois pas remplir l'écran. C'est pour ça que je demandais. Parce qu'il faut que le texte soit grand. Bon, il faut que chaque diapositive remplisse l'écran, si possible. Sinon, on ne va pas bien voir ce qui est affiché. Et qui est très important parce que nous allons avoir un atelier. OK, très rapidement, je vais essayer d'aller le plus rapidement possible. Je tiens d'abord à remercier le comité exécutif qui me fait l'honneur de prendre la parole à l'occasion de cette fête qui, vu le nombre que nous sommes aujourd'hui, est grandiose. Et puis, je remercie tout particulièrement le président, notre nouveau président. Et petite anecdote rapide, c'est grâce à lui que je suis traducteur aujourd'hui. Lorsque je termine... ouais. Donc, je lui dois ma carrière, bien sûr, tout au long de ma carrière, qui a été très épanouie. J'ai eu plusieurs pères et mentors et mères. Mais voilà, c'est grâce à notre président, M. Amel Fossé, que je décide à la dernière minute de me présenter au concours de l'ASTI en 2005-2006. Voilà. Donc, s'il vous plaît, merci de m'aider à ovationner une fois de plus ce monsieur qui a contribué à la formation de bon nombre d'entre nous. Je sais que nous sommes très nombreux dans la salle qui avons été soit ses étudiants, soit des gens qui l'ont encouragé et poussé sur le terrain. Et bien sûr, je remercie tous mes devanciers de la journée. C'est très difficile de prendre la parole après mes aînés, après des poids lourds de notre profession. Je pense qu'après notre courte présentation, ceux qui ont des doutes, ceux qui se disent, parce qu'il y a quand même quelque chose que le vieux de tout à l'heure ne nous a pas dit.
On vous encourage à vous diversifier. Moi, je me suis diversifié il y a quelques années, donc j'ai d'autres activités qui me génèrent des revenus. J'ai beaucoup de compétences dans beaucoup de petites choses. C'est très important. Mais il ne faut pas que vous partiez d'ici en ayant l'impression que la traduction, que le métier de traducteur ne paye plus. Non, il paye toujours très bien jusqu'à ce jour. Ça, pour les jeunes qui ont peut-être des doutes, non, pour l'instant, il y a quand même encore de bons revenus à se faire en tant que traducteur. Ça, il faut le savoir. Mais maintenant, ils l'ont dit, ils l'ont tous dit, il faut simplement s'adapter à la nouvelle donne. Il faut savoir tirer parti des nouvelles possibilités que nous offre aujourd'hui la technologie. Donc, je vais vous parler de l'IA et des compétences rédactionnelles du traducteur. On va aller très vite, prochaine diapositive. L'idée force de mon propos est celle-ci. Ce qu'il faut retenir lorsqu'on oublierait tout le reste. Face au progrès fulgurant de l'intelligence artificielle et de son pendant, la traduction automatique, ou devrais-je dire de sa devancière, la traduction automatique, le traducteur humain dispose d'un dernier rempart. Ce rempart, il faut le comprendre, c'est de ça que nous allons parler. Il dispose d'un dernier rempart, ses aptitudes réelles à la rédaction. Et donc à toutes les décisions qui président à la construction d'un texte efficace. J'insiste sur réel, parce que c'est ce qui manque aujourd'hui à bon nombre de traducteurs, surtout aux plus jeunes qui viennent derrière nous. Le traducteur est depuis toujours considéré d'abord comme un excellent rédacteur. Aujourd'hui, c'est clair que si vous n'avez pas de compétences réelles, poussées en rédaction, c'est clair que vous avez de quoi avoir vraiment peur de ce qui arrive. Vous avez de quoi être inquiet et peut-être que vous pourriez déjà commencer à envisager d'aller au champ ou quelque chose comme ça. Mais bien sûr, il y a la possibilité de se mettre au travail, de travailler dur. Moi, lorsque je lis mes aînés, je suis dans le forum de l'Aptic. Chaque fois que je lis des publications de Monsieur Ngong Roland, je me dis, quand quelqu'un parle aussi bien sa langue dans des discussions de groupe, tout ce qu'il y a de plus décontracté, où sommes-nous, nous, des jeunes générations? Il y en a qui n'arrivent pas à traduire après 2 mois passés avec leur texte, comme plusieurs de nos aînés qui sont présents ici pour certains, écrivent de manière désinvolte. Donc, lorsque je les lis, lorsque je les écoute, ça me fait voir l'écart, le fossé, l'abîme qui nous sépare encore. Et donc, moi, je veux encourager les plus jeunes d'entre vous. Ici, il faut vous mettre au travail. Vous êtes en voie de disparition si vous êtes des traducteurs médiocres. Aujourd'hui, je travaille autant que je veux. Quand je n'ai pas de traduction, c'est que je n'en veux pas. Donc, il faut être bon et il faut aspirer sans cesse à s'améliorer. Donc, on a encore de beaux jours devant nous, malgré l'assaut des machines. Voilà, donc, état des lieux, je ne vais pas perdre le temps là-dessus parce que mon aîné, qui m'a précédé, nous en a dit suffisamment sur l'IA, les outils, etc. Donc, la traduction automatique hier et aujourd'hui, je vais simplement vous donner les grandes différences, les grandes lignes. Les premiers outils de traduction automatique, c'était des méthodes statistiques, c'était des méthodes, on a parlé de rules-based translation. Donc, c'était des équivalences, c'était des correspondances lexicales, c'était des traductions non contextualisées, donc des traductions qui ne prenaient pas en compte le contexte de communication. Donc ça, c'était la traduction automatique d'hier. Mais aujourd'hui, avec la traduction neuronale, il y a d'énormes évolutions. La traduction neuronale, c'est... apparemment, on est... C'est la diapo suivante.
Donc, traduction neuronale, prise en compte du contexte. En fait, c'est ça qui fait toute la différence entre un DeepL et un Systran ou un Google Translate, par exemple. Surtout Google Translate il y a quelques années. Maintenant, Google Translate utilise également les technologies neuronales. Donc, prise en compte du contexte, langage naturel. Tout à l'heure, il a été fait mention de traduction, d'expressions qui ont été données à Google Translate et qui ont laissé qui l'ont totalement largué. Mais la vérité est qu'avec DeepL, les résultats auraient été un peu plus différents. Aujourd'hui, DeepL a une capacité qu'on appelle la remémoration. On va en reparler dans les diapos suivantes. Donc, ces capacités en langage naturel sont plus poussées. Et puis, avec l'intelligence artificielle qui a donc donné naissance aux technologies de traduction automatique neuronale, les solutions peuvent également être dynamiques, c'est-à-dire que l'outil de traduction automatique peut proposer plusieurs solutions. Donc, c'est pour ça que dans DeepL, par exemple, souvent lorsqu'il vous fait une proposition, vous avez en bas d'autres suggestions, ou bien maintenant pour le traducteur qui a des compétences réelles, il peut faire dire à DeepL plus rapidement ce qu'il veut que DeepL dise en cliquant sur un mot et en sélectionnant la proposition la plus appropriée. Okay. Donc, ce que peut faire la traduction neuronale, grosso modo, la traduction neuronale est capable d'exploiter de manière intelligente le contenu d'une base de données. On est déjà sur la diapo suivante. Oui. Donc, on va à la diapo suivante. On ne va pas traîner dessus. Donc, ce que peut faire la traduction automatique neuronale, exploitation intelligente du contenu d'une base de données. Qu'est-ce que ça veut dire? Je le dis en 30 secondes. Équivalence plus contexte, je venais de le dire. Et puis, remémoration. Maintenant, ces deux capacités sont très importantes. Je veux que vous les compreniez parce que comprendre ceci vous permettra de savoir exactement en quoi vous avez encore une longueur d'avance ou peut-être même plusieurs longueurs d'avance sur les machines. Et ça vous permettra de savoir quand vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle ou la traduction automatique neuronale et quand elle vous sera inutile. Et nous allons illustrer ça dans quelques minutes avec des exemples. Donc, la traduction, reviens s'il te plaît. La remémoration, c'est quoi? La remémoration, c'est la capacité du traducteur humain, maintenant reproductible chez les machines, à bien traduire un énoncé en se remémorant, en se rappelant, donc en puisant dans sa mémoire pour trouver un équivalent qui existe déjà dans la langue. Ouais, par exemple, lorsqu'on dit « It's raining cats and dogs », on ne fait pas de la traduction par réflexion, on fait de la traduction par remémoration. Donc, on se souvient que « It's raining cats and dogs », ce n'est pas « il pleut des chiens et des chats et des chiens », mais c'est voilà, il pleut des cordes, etc. Donc, ça, c'est la remémoration. La remémoration, c'est ce qui permet également au traducteur de penser. Par exemple, après avoir lu un très bel article, c'est pour ça que nous devons beaucoup lire, après avoir lu de très beaux textes, vous êtes en train de traduire un texte et puis, pour rendre une tournure du texte source, il y a cette belle expression que vous avez entendue le président de l'APTIC. Moi, je l'appelle un distributeur automatique de tournures idiomatiques. Parce que depuis des années, chaque fois que je parle avec lui, il y a au moins vous ne pouvez pas parler avec lui 10 minutes sans apprendre une nouvelle tournure idiomatique. Vous voyez? Donc, la remémoration, aujourd'hui, est quelque chose que les machines sont capables de faire. En fait, elles se remémorent tout ce que des traducteurs humains ont dit et puis choisissent la solution la plus adaptée en fonction du contexte qu'elles arrivent également à reconnaître dans une certaine mesure. Mais il y a une dernière chose que
diapo suivante que la traduction automatique n'est pas capable de faire. Et c'est ce que le traducteur aujourd'hui doit savoir, et ça lui permet de ficeler sa stratégie et de savoir comment orienter ses efforts. Donc, ce dont est incapable la diapo suivante. Pour résumer, la traduction automatique, même neuronale, est encore incapable de rédiger un texte, est encore incapable de ce que Jean Delisle a appelé la création discursive. Je vais expliquer ce que c'est que la création discursive. Tout à l'heure, mon aîné qui a pris la parole avant moi a parlé de input. Le input, c'est-à-dire le contenu de la base de données, les informations que l'on donne que l'on introduit dans la base de données de l'outil détermine ses capacités. Mais il reste donc ce rempart, ça c'est le dernier rempart du traducteur, et le traducteur qui sait rédiger est par définition quelqu'un qui sait créer. Je me rappelle qu'à l'école, à l'époque, un de nos enseignants nous disait les traducteurs sont des dieux. Bon, je ne sais pas si j'utiliserai le même terme, mais c'était pour attirer notre attention sur les capacités créatrices du traducteur-rédacteur. Vous, traducteurs professionnels, n'êtes pas des machines à redire ce qui venait d'être dit. Vous avez, ou en tout cas, nous, je vais dire nous sommes censés avoir des capacités de synthèse, de réflexion qui vont nous permettre ensuite de rédiger, de construire un message, de construire un texte. Donc, la création discursive, c'est trois grandes compétences dont sont encore incapables aujourd'hui les meilleurs moteurs de traduction automatique neuronale. Première compétence, c'est l'éloignement, que Madame Lederer a appelé la déverbalisation. L'éloignement à des fins de reconstruction du sens et du message. La traduction automatique, même DeepL, ne peut travailler qu'avec le matériau textuel qui lui est donné et ne peut pas encore percevoir les sens ésotériques, les sens cachés, les allusions que renferme le texte. D'accord? Donc, ensuite, le choix des mots. Les traducteurs automatiques, même neuronaux, ne sont pas encore capables de choisir les mots les plus adaptés lorsque les sens dictionnériques ou bien les sens répertoriés sont dépassés ou lorsqu'il n'existe aucun référent contextuel. Ne vous inquiétez pas, si vous oubliez tout ça, vous allez avoir mes diapos et il y a des exemples qui sont donnés dans les diapos qui suivent. Donc, le traducteur a la capacité de choisir des mots, des équivalences que rien ne permet de trouver dans un dictionnaire, dans un concordancier, parce qu'il y a des réalités, comment dire ça, métaphysiques même, hein, dans chaque texte. Et pour l'instant, les machines ne sont pas encore en mesure de les traiter. Enfin, le traducteur humain est capable, et le traducteur automatique est incapable de reconstruction syntaxique du texte ou d'un ensemble de phrases. Par définition, les traducteurs automatiques resteront linéaires, c'est-à-dire que le traducteur automatique ne pourra pas prendre la décision de joindre deux phrases lorsqu'il y a un point. Ça, pour l'instant, les traducteurs automatiques ne peuvent pas le faire. Le traducteur automatique ne prendra pas l'initiative d'effectuer une inversion, c'est-à-dire de dire d'abord ce qui était dit à la fin dans le texte de départ. Voilà, nous allons voir ça avec quelques exemples. Donc, ici, nous avons un premier... non, là, tu as sauté une diapo. Oui, la suivante. Non, il y a quelque chose au-dessus. Après création discursive, il y a quelque chose. Oui, ça m'a placé déjà ici. Tu es sûr d'avoir... Hein? C'est très important parce que maintenant, nous allons voir
un extrait avec DeepL, une traduction. Nous allons comparer ces limitations-là des outils de traduction neuronaux. Voilà, ceux dans création discursive. Voilà, OK. Donc, écoutez attentivement ce texte. Je vais le lire très rapidement. Je sais qu'il n'est peut-être pas possible pour ceux qui sont loin de bien le voir, mais ici, c'est un texte que j'ai choisi à dessein parce qu'il est tout simplement impossible pour l'instant, pour l'heure. Peut-être que dans 10 ans, les traducteurs automatiques pourront traduire aussi bien que l'humain ici, mais c'est pour l'instant impossible. Donc, on a pris le meilleur traducteur automatique du moment, DeepL, pour traduire ce texte. Books are not absolutely dead things, but do contain a potency of life in them, to be as active as that soul was whose progeny they are. Nay, they do preserve as in a vial the purest efficacy and extraction of that living intellect that bred them. Ici, nous avons un texte rempli de choses que le traducteur automatique ne peut pas traduire. Ici, presque tous les mots du texte source ne peuvent pas se prêter à des traductions dictionnériques. Les bonnes traductions de ces mots dans le contexte de communication de ce texte et dans la pensée selon la pensée du texte, de l'auteur du texte de départ, ne peuvent pas être traduits selon des sens répertoriés. Donc, le traducteur va creuser pour chercher le sens et le trouver plus loin. D'accord? Donc, voici ce que DeepL, le meilleur du moment, a dit. Les livres ne sont pas des choses absolument mortes. Donc, ici, DeepL a simplement fait une traduction littérale. Pourtant, en général, DeepL a des capacités de remémoration, mais comme ici, il n'y a rien dans la mémoire de DeepL qui lui permette de dire quelque chose de plus élégant que ces traductions littérales, eh bien, il fait une traduction littérale. Mais ils contiennent une puissance de vie en eux. Voilà, les livres contiennent une puissance de vie. D'accord? Ça ne veut absolument rien dire. En tout cas, ça ne reproduit certainement pas l'élégance et les qualités littéraires du texte de départ. Ensuite, il dit voilà, mais ils contiennent une puissance de vie en eux pour être aussi actifs, to be as active, que l'âme dont ils sont la progéniture. En fait, ils conservent comme dans une fiole l'efficacité et l'extraction la plus pure. They do preserve as in a vial the purest efficacy, il a dit l'efficacité, and extraction, l'extraction, purest, la plus pure, of that living intellect that bred them. Voilà, de l'intellect vivant qui les a engendrés. Maintenant, l'humain, par contre, peut dire, loin de n'être que de la matière inerte, les livres portent en eux le pouvoir vivifiant de l'âme qui les a imaginés. À la manière d'une fiole, ils conservent dans sa pureté la plus absolue la réalité substantifique de l'esprit duquel ils tirent leurs origines. Pour l'instant, il est encore impossible. Merci. Pour l'instant, il est impossible. Les machines ont encore au moins 20 ans pour atteindre, 20 ou 30 ans pour atteindre ce niveau, parce qu'ici, il n'y a rien qu'on puisse pour l'instant mettre dans une base de données qui permettrait aux machines de rentrer dans l'esprit du texte, de l'auteur du texte de départ, pour extraire l'essence et proposer des équivalences qui ne sont répertoriées nulle part. D'accord? Donc, diapo suivante. Donc, ça se résume donc à ceci. Voilà le mot qui résume la différence qui existe encore entre le traducteur humain et le traducteur automatique. La liberté. Le traducteur automatique, en réalité, ne jouit pas de liberté. Et c'est parce que le traducteur humain jouit de liberté qu'il a la possibilité de proposer encore des solutions qui sont tout simplement impossibles pour les traducteurs automatiques. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre ces différences, parce que l'erreur que beaucoup de jeunes gens font aujourd'hui, c'est de penser qu'une traduction automatique est toujours relisible. C'est une très mauvaise façon de procéder. Ce n'est pas tous les textes qu'on peut post-éditer. Non, il y a des textes qui ne se post-éditent pas. Il n'y a rien qui vous permettrait d'arriver à un bon résultat si vous mettez d'abord un texte comme celui-là dans DeepL pour le corriger après.
la post-édition limite la créativité du traducteur. Donc, avant, en réalité, seuls doivent post-éditer des traducteurs qui ont déjà de très bonnes compétences. Vous, les jeunes qui êtes encore à l'école, là, apprenez d'abord à traduire. Comme ça, vous saurez comment exploiter, comment relire les traducteurs automatiques. Le danger aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup de gens qui pensent que les outils de traduction automatique, notamment DeepL, comme DeepL est assez développé, leur permettront de, voilà, remplaceront tous leurs efforts de réflexion. Non, non et non. Donc, ce qui fait encore la différence, c'est la question de liberté. Le traducteur humain est libre là où la machine est encore enchaînée. La machine est assujettie à ce que... est assujettie, on appelle ça en agriculture, les inputs. En français, c'est comment encore là? Les intrants. Donc, la machine est assujettie, elle est limitée par les intrants, c'est-à-dire par les informations qui lui sont fournies pour alimenter sa base de données. Donc, le traducteur dispose d'une grande longueur d'avance parce qu'il est libre de faire des choix. Il est libre de tout mettre en œuvre pour produire une traduction à la fois fidèle au message source et conforme au génie de la langue cible. D'accord? Donc, nous allons, pour terminer, donc voir, toujours avec exemple, parce que j'aime être pratique, nous allons voir les domaines dans lesquels, les aspects sur lesquels le traducteur est libre de faire différemment et qui font qu'il conserve encore un avantage colossal sur les machines. Donc, nous avons ce texte qui dit en anglais « pain de mie means bread of crumb ». Ça, c'est un texte anglais. « Pain de mie means bread of crumb ». As in, this bread is all crumb and barely any crust. Think of it as France's answer to Wonder Bread. Donc, maintenant, voici ce que DeepL a dit. Pain de mie signifie pain de mie, parce que DeepL ne sait pas encore quoi faire d'un texte source qui contient une expression française qui doit être traduite et reprise dans la traduction. Parce que ici, pain de mie, le texte porte sur le pain de mie. Maintenant, comme les anglo-saxons l'appellent aussi pain de mie, pour faire la différence avec le Wonder Bread, l'auteur du texte de départ dit pain de mie means bread of crumb. Donc, il veut faire comprendre à son locuteur anglo-saxon que voilà, littéralement, c'est bread of crumb. Maintenant, DeepL a donc dit pain de mie signifie pain de mie. Comme le traducteur humain est rédacteur, il ne va pas bêtement, servilement reproduire ce schéma-là du texte de départ. Il ne va pas dire pain de mie signifie pain de mie, parce qu'à ce moment, il n'aura rien dit à son lecteur francophone. Pain de mie signifie pain de mie. Ce pain n'est que de la mie à peine et à peine de la croûte. Il s'agit en quelque sorte de la réponse française au Wonder Bread. Voilà. Maintenant, le traducteur humain lui dit, comme son nom l'indique, le pain de mie est constitué entièrement de mie à peine recouverte de croûte. Ouais. Donc, le traducteur humain est libre de s'éloigner du texte source. C'est sa première liberté. Il est libre de s'éloigner du texte source pour éviter des défauts de construction et de signification. Les machines, pour l'heure, n'ont pas cette liberté. OK? Diapo suivante. Il nous en reste juste 5, donc en 5 minutes, on va faire 1 minute par diapo. Le traducteur humain est libre d'ajouter, en général, hein, pas toujours, ici, il faut faire attention quand même. Donc, c'est pour ça que j'ai mis dans certains cas, il est libre, dans certains cas, d'ajouter des détails culturels ou autres précisions permettant d'expliciter le sens, d'expliciter le texte ou bien d'éclairer le lecteur. Par exemple, on est sur le même texte. Pain de mie means bread of crumb, as in, this bread is all crumb and barely any crust. Think of it as France's answer to Wonder Bread. Donc, pour think of it as France's answer to Wonder Bread, DeepL a dit, il s'agit en quelque sorte, il a bien traduit, de la réponse française au Wonder Bread. Mais maintenant, ici, le traducteur humain a dit, il faut y voir la réponse des Français au Wonder Bread américain. Pourquoi? Parce que Wonder Bread, ça vient des États-Unis. L'auteur du texte de départ qui parle à un public américain ou anglo-saxon sait que ces gens savent que le Wonder Bread, c'est notre affaire. Et il fait la différence entre le Wonder Bread, en passant, j'ai faim. C'est pour ça que j'ai choisi un
un exemple qui parle de pain. OK? Et j'aime beaucoup le pain de mie. Vous voyez, donc il fait la différence entre ces pains en évoquant, en mentionnant la nationalité du pain qui est étranger à ses locuteurs, à ses compatriotes. D'accord? Donc, le traducteur français ici peut ajouter, après recherche, il faut y voir la réponse des Français au Wonder Bread américain. Ouais. Donc, troisième liberté, le traducteur est libre, il y en a environ une quinzaine, je ne vous donnerai que 5 ici. Le traducteur est libre de s'éloigner des sens dictionnériques ou répertoriés pour extraire le sens profond et proposer la traduction la plus exacte. Okay? Ça, on l'a déjà vu avec notre premier exemple, mais ici, je vais lire également la suite de notre texte sur le pain de mie, qui dit « That doesn't mean pain de mie is boring, though. » OK? Diepel a dit « Le pain de mie n'est pas pour autant ennuyeux. » Ici, il ne s'agit certainement pas d'ennui. Ici, on veut dire que le pain de mie ne manque pas pour autant d'atouts. C'est-à-dire, et puis la suite confirme ce sens. Si on lui incorpore du lait et du beurre, il prend un goût plus riche et il ajoute un soupçon de poivre noir fraîchement moulu, lui confère du caractère. Donc, le traducteur humain a la capacité et la liberté d'aller chercher l'essence nulle part ailleurs que dans la pensée même du texte de l'auteur du texte de départ et voilà, et trouver les équivalents, les tournures qui vont lui permettre de les restituer. Avant-dernière diapo, il est libre de puiser dans la richesse du français pour choisir les tournures qu'il juge les plus adaptées. Ici, extrait très court qui dit « This inspired locale ». Okay, this inspired locale could easily be mistaken for Costa del Sol. C'est tiré d'un texte touristique que j'ai traduit il y a peut-être 12 ans. Ce local inspiré, dit Diepel, pourrait facilement être confondu à la Costa del Sol. Bon. Ce lieu que l'on croirait sorti d'un rêve, parce que c'est ce que signifie inspired dans le sens de ce texte. Ce lieu que l'on croirait sorti d'un rêve rappelle à s'y méprendre la Costa del Sol. Diapo suivante. Il est en général libre à l'égard des catégories grammaticales. Le traducteur automatique, même neuronal, ne peut pas prendre cette liberté. Ici, on a cette phrase. Bien sûr, on n'a pas de contexte. C'est une phrase qui a été piochée au milieu d'un texte. Our deliberate lack of use of industrial machinery and techniques. Je ne vais pas lire la suite pour nous faire gagner un temps. Ici, Diepel avait dit notre manque d'utilisation délibérée ou bien notre refus délibéré, quelque chose comme ça. Mais le traducteur peut construire son texte parce qu'il est rédacteur et parce que c'est sa compétence première. C'est la compétence qui manque aujourd'hui à la plupart des traducteurs nouvellement formés et c'est la compétence que je vous exhorte à aller développer au sortir de cette conférence ou en tout cas au sortir de ma présentation. Ici, on peut dire nous boudons l'usinage, nous boudons, voilà, et les procédés industriels pour que chaque produit, etc., etc. Il en général, on va laisser la dernière diapo pour s'arrêter là. Vous allez avoir voilà, vous allez avoir mon PDF. Et je clôture donc en disant ceci. Nous avons encore une carte à jouer. Nous avons encore des possibilités dans ce métier. Les progrès de l'IA, quoique fulgurants, ne sonnent pas encore le glas de notre métier, de notre profession. Il est possible encore de montrer au monde que nous avons notre place, que nous avons de la valeur et que nous méritons encore d'être très bien payés pour nos services. Merci et beaucoup de succès dans vos carrières. Merci Yvan pour cette présentation ô combien édifiante. À présent, nous allons prendre quelques questions, s'il y en a. Les micro-baladeurs, s'il vous plaît, il y a une question à la troisième rangée du milieu. Bonjour à tous. Je suis Mongue Kane Nathalie, traductrice-interprète, ministère de la Justice.
J'avais déjà, merci beaucoup de me passer la parole et merci pour cette communication combien exquise. J'avais pour vous une question à laquelle vous avez répondu pendant votre propos. Et si vous le permettez, je voudrais juste la formuler sous forme de contribution. La question, en fait, était de savoir si il est conseillé aux étudiants et ou aux jeunes traducteurs, ceux qui viennent à peine de sortir de la formation, d'embrasser ces outils. Et vous avez répondu partiellement et je voudrais donner ici un exemple que nous avons eu au ministère. Nous avons eu 2 stagiaires qui, dès les premières traductions, se servaient des DeepL et nous les rendaient. Déjà, ce qu'il faudrait savoir, c'est que quand la traduction n'a pas été faite par un humain, il est facile de le déceler. Et nous leur avons fait comprendre que lorsque vous êtes en stage, il s'agit en fait pour votre superviseur d'évaluer vos compétences. Le stage pour vous, c'est de savoir quelles sont mes faiblesses, quelles sont mes limites, quels sont mes manquements pour pouvoir s'améliorer à la suite de la formation. Mais si vous, dès l'instant, vous observez des DeepL, comment est-ce que vous saurez au sortir de votre stage que voilà, je dois m'améliorer ici, je dois m'améliorer là-bas? Donc, la question, comme je l'ai dit, c'est de savoir, est-ce que vous conseillerez à des étudiants de se servir de ces outils? Merci. Ah, d'accord. Voilà, je l'ai dit tout à l'heure, je le réitère, nous n'avons, je déconseille fortement à des traducteurs en formation de traduire avec la traduction automatique. Ces outils dérouteront les traducteurs pas encore bien formés. Il faut d'abord avoir des compétences. Il faut d'abord posséder soi-même de véritables compétences. Et comme ça, ensuite, on pourra exploiter les outils de traduction automatique. Lorsque vous entendez notre aîné ici, Monsieur Armand Nganobel, parler de l'utilisation de l'IA et de la traduction automatique, etc. Écoutez, ces gens-là qui nous ont précédés, ils n'ont pas touché à ces outils avant très, très, très longtemps. Et ils sont hyper compétents. Donc, vous, lorsqu'on a... il faut que le traducteur ait d'abord un certain ascendant. En fait, il ne faut pas utiliser la machine si elle vous dépasse. Vous devez conserver un certain ascendant, avoir un certain ascendant sur la machine pour pouvoir l'utiliser à bon escient. Sinon, voilà, vous allez livrer des textes. Il y a des jeunes collègues qui m'ont livré des textes traduits par DeepL et à peine relus. Je ne sais pas pourquoi ils s'imaginaient que je n'allais pas voir que ça, c'est des traductions automatiques. Mais ce que je trouve plus inquiétant aujourd'hui, le plus inquiétant de mon point de vue aujourd'hui, c'est qu'il y en a qui sont tellement incompétents qu'ils ne se rendent même pas compte qu'il y a une faute dans l'énoncé qui leur a été produit par le traducteur automatique. Et là, c'est très grave. Donc, n'utilisez pas les outils de traduction automatique si vous n'avez pas encore la capacité de déceler les fautes que contiendront leur production. Voilà. Mais maintenant, quelqu'un l'a dit avant moi ici, les écoles de formation ne doivent pas faire comme si ces évolutions n'existent pas. Donc, elles doivent intégrer ces évolutions et ces conseils que nous donnons ici, en réalité, les étudiants doivent les entendre pendant leur formation. Bonjour, je suis Njoré Constant. Je remercie déjà le président Armel et vous aussi, Yvan, Monsieur Armand. C'est vraiment une journée très édifiante, surtout pour moi. Ma question est surtout, je veux dire, elle est globale, parce qu'elle ne s'adresse pas uniquement à vous, Monsieur Yvan. Je m'intéresse surtout à la problématique de la protection même de notre profession de traduction. Alors, dans ce conflit, soyez très bref, hein, dans ce conflit qui semble se dessiner entre l'IA et l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine, n'y a-t-il pas lieu de penser à la collaboration pour mieux répondre aux enjeux pertinents de la traduction?
Oui, vous l'avez dit et je le partage. Que l'IA n'est qu'un outil comme la roue l'est pour une agricultrice. Cela dit, l'enjeu principal ici avec vous, c'est justement d'avoir ou de trouver la bonne traduction. Alors, il y a des pays qui interdisent l'IA, notamment le Canada. Que fait l'Aptic notamment pour pouvoir protéger notre métier? Les discussions ou alors la décision canadienne peut-elle fonctionner dans un contexte comme celui du Cameroun où la coordination ou la concertation semble faire défaut? Voilà ma question. Bah, écoutez, pour moi, interdire l'IA, ce n'est pas la solution. Peut-être dans certains domaines, mais en traduction, non. C'est pas nécessaire. Les gens qui tremblent ce sont en principe, ce sont plus globalement des traducteurs qui ne savent pas tirer leur épingle du jeu dans cette nouvelle configuration de l'économie de la traduction. Donc, non, réglementer l'utilisation de l'IA, ça c'est très difficile. En tout cas, pas avant 20 ans, on aura les moyens au Cameroun de faire ça. Donc, pour l'instant, le plus important, et c'est ce que l'Aptic fait déjà, le plus important, c'est d'orienter, d'encourager tous les professionnels à se professionnaliser davantage. Donc, c'est-à-dire à solidifier leur savoir, leurs compétences, et puis à savoir comment exploiter ces évolutions. Dont a parlé tout à l'heure mon aîné Enga Nobel. Okay, thank you very much. Question bref et voilà. On va au but. Laurentine, and I would like to know from your presentation, it seemed post-editing is taking its turn right now. And what will Aptic, I think a question is going to you and then to everyone. Is it possible that the rating for payment for translation be the same as that for post-editing so that translators do not lose everything? OK, peut-être que le comité exécutif de l'Aptic, bon, je ne sais pas, puisque la question nous est posée à tous, si le grand frère a quelque chose à dire là-dessus, il peut venir le dire, mais à mon niveau, peut-être que ce sont des questions auxquelles ils vont réfléchir, peut-être que dans les tarifs, dans les tarifs homologués, recommandés plutôt par l'association, il faudrait aussi qu'on ajoute désormais dans le tableau là, des tarifs pour la post-édition. Peut-être. Oui, nous, à la Banque mondiale, nous avons déjà répondu à cette question. Comme je l'ai dit, nous, c'est un service que nous proposons désormais à nos clients. Et donc, puisque nous avons une confiance relativement élevée en l'outil que nous avons mis à la disposition du personnel, nous pensons que le produit qui en ressort est assez bon pour la consommation sous certaines réserves et à des fins bien précises. Et donc, parce que après, il y a peu d'intervention humaine, parce qu'il faut dire que chez nous, post-editing, ça répond à des critères bien définis. Et d'ailleurs, nous avons entrepris d'engager des pigistes qui pourraient faire ce travail. Donc, il y a des critères bien définis. Et donc, ces critères-là allègent sensiblement le travail du traducteur. De ce fait, il n'y a pas de raison que quelqu'un qui va faire du post-editing soit rémunéré autant que celui qui ferait une traduction totalement créatrice, comme celle que tu nous as proposée là tout à l'heure. Il n'y a pas de raison, on ne peut pas rémunérer les deux de la même manière. Merci. OK, modératrice, on en a, s'il n'y a plus d'autres questions. J'ai proposé à Monsieur le Président tout à l'heure, donc avec la permission de l'Aptic, j'ai constaté récemment que bon nombre de nouveaux diplômés de nos écoles ne savent pas au sortir de l'école utiliser l'outil d'aide à la TAO basique, de base, Trados. Et donc, j'ai proposé à Monsieur le Président que désormais, tous les membres de l'Aptic, tous les membres à jour de l'Aptic, nouveaux comme anciens, auront accès gratuitement à une formation à Trados, qui est
qui est en ligne, donc accessible à vie. Donc, lorsque vous devenez membre, elle vous sera offerte. Donc, c'est mon cadeau à tous les membres de l'APSIC, présents et futurs. Je vous remercie. Merci beaucoup, Yvan. Je profite de cette dernière intervention d'Yvan pour rappeler à toutes les personnes présentes qui ne sont pas encore membres de l'APSIC que vous pouvez soumettre votre candidature au bureau aujourd'hui et que la moindre participation financière que vous pouvez fournir ce jour servira pour que vous soyez considéré d'ores et déjà comme un membre. Donc, je vous incite, je vous encourage et je vous exhorte à nous rejoindre, à rejoindre les rangs afin que nous puissions resserrer les liens et porter au plus haut les ambitions du nouveau bureau. Merci.